c'est Eric Nkuna. Je suis l'un des administrateurs du groupe ETEC, Entre Terre et Ciel, qui œuvre dans plusieurs domaines d'activité. J'ai aujourd'hui la chance, l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur l'échéance du 30 juin 2021 qui va fêter les 61 ans de la RDC. Et aujourd'hui, donc, il est question de pouvoir, je crois, échanger un peu les analyses. Et en tant qu'un des représentants de la société civile, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose quand même les bonnes questions. Ça fait plus de 60 ans maintenant, 61 ans aujourd'hui, que nous fêtons l'indépendance. Mais aujourd'hui, bon, effectivement, avec les tests, avec la période Covid, on ne fêtera pas. Mais je crois que ça peut être l'occasion justement de se poser justement un peu une introspection pour essayer de comprendre, 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce qui fait que nous soyons encore autant en retard quand on voit certains pays qui, il y a quelques années, étaient derrière nous, qui aujourd'hui nous dépassent. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous personnellement, dans l'analyse qu'on peut en tirer, c'est effectivement le mot à la mode aujourd'hui qui est le changement de mentalité. Mais il faut comprendre c'est quoi le changement de mentalité. Et récemment, nous avons eu à échanger avec un sociologue. D'ailleurs, c'est le chef de département sociologie et anthropologie à l'UPN. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont essentiels justement pour nous permettre de comprendre le blocage psychologique que nous pouvons avoir quand on parle de changement de mentalité. Et pour ça, j'ai eu à donner un exemple. J'espère que ça ne va pas choquer nos compatriotes. On prend un exemple très simplement, pour ceux qui connaissent bien Kinshasa, le quartier Utex Africa. Vous allez voir que les gens qui travaillent là-bas sont des gens qui vont respecter les codes donnés par leurs employeurs pour nettoyer la maison, pour gérer les poubelles. Voyez, on voit la fenêtre qui est bien propre, on ne voit pas de traces sur la fenêtre. On peut même manger par terre tellement ils nettoient très bien. La cuisine est propre, les vêtements sont propres, ils sont bien repassés, bien pliés. Et pourtant, dès qu'il va quitter son lieu de travail, où il faut déjà prendre son taxi, il va commencer à se comporter différemment. La même personne, ça fait 20 ans qu'il fait ce travail, avec sérieux, et bizarrement, dès qu'il est au coin de la rue pour prendre son transport, il va peut-être boire sa petite bouteille d'eau, il va jeter par terre. Il va arriver dans le taxi, il va crier fort avec ses gens pour parler de la vie au quotidien. Il arrive dans son quartier, il va peut-être s'arrêter au coin de la rue de son quartier pour prendre une petite bière. Il prend son bouchon, il jette par terre, la bouteille, il met à côté. Sur la route, avant d'arriver chez lui, il va même pisser peut-être sur un caniveau. Donc vous voyez qu'ici, quand je parle de changement de mentalité, dans le cas précis de cet exemple, c'est qu'il y a un blocage psychologique. Et que je recommande, en tout cas dans mon analyse, dans notre analyse, c'est de recommander effectivement aux autorités publiques, lorsqu'il y a ce type d'idée, ce type de concept, quand on parle de changement de mentalité, que ce ne soit pas seulement un concept qui soit fait par des bureaucrates, mais qu'on utilise aussi le savoir-faire et la méthodologie des sociologues, des psychologues. Pour les perspectives d'avenir, parce qu'effectivement, il faut rester positif, et je veux quand même déjà commencer en disant que ce qui est dramatique, c'est déjà la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse, si je prends entre, on va dire, 10 et 25 ans, c'est une jeunesse qui malheureusement va subir et peut-être répéter ces mêmes mécaniques, parce que c'est déjà entré un peu dans l'ADN. Pour exemple, vous verrez que dans certains établissements, l'éducation civique, elle est étudiée en université. Or, normalement, ça doit être étudié en primaire. Le bonjour, comment ça va, le respect, le merci, de respecter, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, son rang, parce que nous sommes tous responsables quelque part. Nous avons, quel que soit le métier que nous faisons, nous avons quand même une femme, des enfants, etc., qu'on doit pouvoir gérer. Alors ici, effectivement, le message d'espoir, c'est déjà de se rappeler une chose. On parle souvent de la potentialité de ce pays, enfin même pas de là, des potentialités de ce pays. Que ce soit en termes de forêt, que ce soit en termes d'eau, que ce soit en termes de richesse minière, etc., même en termes d'agriculture avec les terres arables. Donc vous voyez qu'on a quand même un pays qui est très riche, et c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir, et je crois qu'il donne beaucoup d'espoir même à certaines diasporas quand ils reviennent ici, c'est de savoir qu'effectivement le Congo est un Eldorado. On le voit avec le nombre de nationalités qu'il y a dans ce pays, et qui savent qu'effectivement, avec les multinationales, qu'il y a vraiment un intérêt pour ce pays, et donc on doit pouvoir se réapproprier ça. Et pour pouvoir se réapproprier le Congo, il faut reconnaître d'abord notre identité. Et éviter de repartir encore dans ces guerres tribales qu'on entend souvent. Il y a eu une campagne, il n'y a pas encore quelques mois, où on mettait 450 égale 1, pour montrer que malgré les 450 ethnies de ce pays, nous faisons un peuple uni. Nous devons faire un peuple uni. Et ça, il faut déjà pouvoir le rappeler, que nous sommes un peuple uni. Une fois que ça c'est fait, c'est effectivement maintenant de se regarder, de se tenir la main, parce qu'on ne peut réussir qu'ensemble. Il y a un adage qui dit, seul on peut aller vite, mais à plusieurs on peut aller plus loin. Et je crois que le Congo, s'il veut réussir aujourd'hui, c'est comprendre que c'est à plusieurs qu'on peut aller plus loin. Vous savez, lorsque vous allez dans d'autres pays, vous constatez par exemple que tel président, par exemple le président de la France et le président de l'Allemagne, ils vont signer des accords aujourd'hui pour construire des autoroutes qui vont permettre la facilitation de transport logistique entre les deux pays.
Mais cette route-là, elle va peut-être prendre 10 ans, elle va peut-être prendre 30 ans à être rentable. Mais ils le font déjà maintenant et peut-être que ce ne sera même pas eux qui vont bénéficier de ce travail-là. Et vous constaterez que le président qui vient 25 ans plus tard, c'est lui qui inaugure cette route, qui en retire tous les lauriers. Mais c'était en amont déjà. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a un problème de continuité de l'État. Et que ce soit de l'État au niveau politique, mais même dans les administrations, même dans les sociétés. Vous voyez que quand quelqu'un arrive dans une société, directement, il va avoir ses gens à lui, parce qu'il n'a pas confiance aux autres. Vous voyez un politique qui rentre dans un cabinet, il va avoir ses gens à lui parce qu'il n'a pas confiance aux autres. L'administration de ce pays doit avoir une continuité. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, dans les politiques, il faut une continuité. Et ça, ce n'est possible que si on regarde dans un même chemin. Il y avait à l'époque, je crois qu'au niveau du plan, un document qu'on appelait le document stratégie, réduction stratégie pays, DCRP, quelque chose dans ce sens-là. Et il est important justement de pouvoir faire un plan commun. C'est-à-dire que tous les partis politiques, peu importe leur obédience, leur tendance, on doit pouvoir se retrouver pour dire ce pays, si on veut le faire évoluer les 20 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut? Indépendamment des clivages. Il faut redynamiser le secteur routier, le secteur ferroviaire, le secteur, là je parle au niveau de la logistique, donc l'aviation, le fluvial et le terrestre. C'est une obligation qui dépasse même des visions d'un parti. C'est un développement d'un pays. Ça, c'est des choses où, à un moment donné, tous les partis doivent se mettre ensemble, toutes les forces, toutes les intelligences, pour dire, bon voilà, regardez que plusieurs fois, il y a eu des projets parce que le Congo, n'oublions pas, il est au centre de l'Afrique. Hein, et donc, c'est-à-dire qu'il a comme ça une transversalité qui lui permet de rayonner dans toute l'Afrique centrale et même dans toute l'Afrique. Comment on peut accepter qu'aujourd'hui, il y a des projets, par exemple, de ferroviaire, où on va vous expliquer qu'on va venir du côté de la Côte d'Ivoire, etc., jusqu'au Cameroun, et que dès qu'on va arriver au Congo, ça s'arrête, et on va du côté du Rwanda, du Burundi jusqu'au Tanzanie, le projet continue. Et vous voyez que toute la partie RDC est restée vide. Et donc là, ça pose vraiment un problème de pourquoi on ne s'approprie pas ce type de projet. Ce n'est pas le projet d'un individu, ce n'est pas le projet d'un parti, c'est le projet d'un pays. Et c'est ça qui peut faire développer. On a participé il y a quelques semaines à la journée de lutte contre la faim, la journée mondiale de lutte contre la faim. Ce n'est pas normal, dans un pays comme le nôtre, d'abord, un, qu'on importe autant, et deux, de s'imaginer qu'il y a des gens qui mangent mal ou qui meurent de faim. Dans un pays où on peut cueillir et on peut manger comme ça, à même le sol, tellement on a des richesses. C'est pour ça que je dis sincèrement, il faut, au-delà des ambitions politiques de certaines personnes, rappeler, et c'est là où je parlais justement du ministère du Plan, pour revenir un peu dans le sujet qui nous concerne, qu'il faut un plan qui soit un plan de vision, qui soit un plan de vision nationale qui parte sur 20, 25 ans, 30 ans. Regardez dans d'autres pays, on vous dit voilà le monde, notre pays en 2030, dans 2040, dans 2050, il sera comme ça. Mais nous, notre pays, même ici à 2023, on se pose encore des questions. On n'a pas le temps de se projeter beaucoup plus loin. Et ça, ce n'est pas normal. On doit se projeter beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, ça nous permettra de mettre les jalons nécessaires aujourd'hui pour justement encadrer cette nouvelle jeunesse qui arrive, qui seront justement les acteurs de demain. Aujourd'hui, tout le monde veut que Kinshasa redevienne propre, mais il faut des moyens. Donc le Quinois qui met la pression à la ville, c'est vrai, il faut le faire tout le temps, parce que la ville est redevable aussi, mais les politiques ne peuvent pas y répondre en mettant juste 2-3 poubelles ou en faisant des actions le samedi. Il faut avoir une vision à long terme. Je m'explique encore un peu plus en détail. Allez, comment expliquer qu'on peut aller motiver une centaine de jeunes, des milliers de jeunes, chaque samedi, à balayer une route? Soyons un peu sérieux. Effectivement, c'est bien, c'est une action ponctuelle. Mais ce sable-là, pour le mettre où? Pour le remettre dans les caniveaux? Pour obstruer, là où les mêmes gens qui passent jettent encore des bouteilles d'eau, des sachets en plastique, etc. Donc vous voyez que là, ici, il y a un problème d'approche globale de la problématique. En autre sens, et c'est là où il faut avoir les éléments de langage pour expliquer à la population, effectivement, c'est un dossier épineux, c'est un dossier qu'il faut prendre à bras-le-corps, mais il faut nous laisser le temps. Alors dans ce temps-là, nous pouvons mener des actions ponctuelles, comme les campagnes Kinbopeto, etc. Mais nous sommes en train de travailler sur un plan global d'assainissement des déchets. Pourquoi? On sait aujourd'hui que les déchets ont une valeur. Dans d'autres pays, le déchet, d'ailleurs, on l'appelle plus déchet, on l'appelle matière première. Parce qu'on peut le recycler, que ce soit le plastique, le papier, tout est recyclable, en tout cas en grande partie. Ce que nous avons ici, par exemple, à Kinshasa, avec le centre d'enfouissement technique, qu'on appelle les CET, dans d'autres pays, ça n'existe même plus. Ils appellent ça les CEDU, c'est-à-dire les centres d'enfouissement des déchets ultimes. Ça veut dire qu'on va prendre tous les déchets, on va essayer de les valoriser un maximum, que ce soit de la valorisation énergétique, transformation pour en faire du charbon bio, transformation pour en faire du compost, des fertilisants, transformation pour en faire un nouveau produit.
On sait que le plastique peut être transformé de plusieurs façons. On le voit aujourd'hui à Kinshasa avec les recycleurs qui œuvrent dans le plastique comme Clean Plast, Recovad, Congo Salubrité. Il y en a pléthore. Ils arrivent à transformer le plastique pour en faire du pavé, pour en faire des pots, des seaux, pour en faire des chevrons, pour en faire des matériaux de construction et même des œuvres d'art. Donc vous voyez, comme ça, on peut consommer le déchet de manière indirecte grâce aux recycleurs. Mais ces recycleurs-là, malheureusement, aujourd'hui, quand bien même ils peuvent aussi être partenaires avec la ville, ils ont un problème de visibilité, dans le sens où on doit pouvoir faire comprendre, et c'est ça le schéma global de l'assainissement, c'est qu'autant nous sommes producteurs de déchets, ça nous le savons, mais comment on doit se comporter par rapport aux déchets. C'est vrai que nous, au niveau de Tech Environnement, on a essayé de mettre en place une campagne qu'on appelle les Super 7 pour essayer d'expliquer chaque filière déchets, quels sont ses débouchés. C'est ce qui va permettre déjà, en âme et conscience, à nous tous qui sommes producteurs de déchets, de faire du tri et de pouvoir être en contact régulier avec les recycleurs. Et dans la seconde partie, avec les recycleurs justement, c'est de leur créer de la visibilité pour pouvoir permettre à consommer leurs produits. Parce que lorsqu'on consomme les produits recyclés, quelque part, on consomme nos déchets, donc ça veut dire qu'on permet d'assainir. Ça paraît un peu brutal dit comme ça, mais je pense qu'il y aura l'occasion d'y travailler dans des ateliers ou en conférences avec tous les concernés. Aujourd'hui, le 30 juin 2021, c'est vrai que les 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo vont passer un peu sous silence avec cette période de pandémie. Mais ça peut être aussi l'occasion, je crois, à travers de ce type d'émission que propose la RTNC, de débattre et de débattre vraiment dans les sujets de fond. D'arrêter d'être dans le m'as-tu vu, d'arrêter dans les effets d'annonce et de débattre vraiment autour d'une table parce que ce pays, il est à nous tous. Il n'est pas un Congolais en particulier, il n'est pas un politicien en particulier, quel que soit son aura, il est vraiment à nous tous. Et l'avenir de nos enfants, c'est aussi de pouvoir à un moment donné mettre de l'eau dans son vin et s'asseoir autour d'une table. Moi, je serais déçu, comme on le voit aujourd'hui, la plupart, si je prends le secteur de l'enseignement, vous verrez que la plupart des personnes, dès qu'ils ont un peu de chance, eh bien, ils vont envoyer leurs enfants à l'étranger. Une fois, on faisait ce genre de blague. Comment expliquer que le ministre de la Santé, quand il veut se faire soigner, lui, il prend un avion pour se faire soigner ailleurs. Le ministre de l'Éducation, il prend ses enfants, il les envoie ailleurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un, ça ne va pas. Le ministre de l'Agriculture, lui, il va dans les beaux magasins où il achète des produits importés. Il y a un, ça ne va pas. Et on doit prendre conscience de ça. Et je crois même qu'au niveau de la présidence, il faut à un moment donné instaurer, il faut à un moment donné réformer et faire en sorte que, pour donner l'exemple, eux qui sont justement au pouvoir, qui peuvent être aussi ce déclic, montrent l'exemple des fois par justement à consommer local, à faire en sorte que quand il y a un problème dans le milieu de la santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour le réhabiliter? Dans le milieu de l'éducation, pourquoi mes enfants devraient aller à l'étranger et pourquoi je peux pas les faire étudier ici? Qu'est-ce qui bloque dans l'éducation? L'agriculture, alors qu'on a des terres arables, pourquoi on doit continuer à consommer importer? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on produise l'agriculture? Ce sont des vraies questions de fond qu'il faut absolument avoir. Et l'occasion aujourd'hui du 30 juin, c'est justement l'opportunité. Et je remercie encore la RTNC de me permettre de pouvoir m'exprimer, j'espère au nom de la masse, l'importance de recentrer le débat de l'indépendance pour que dans les votes, dans les 20 prochaines années, la RDC puisse avoir une aura beaucoup plus importante dans le monde.